Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et les enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Dans cet épisode de Collaborator, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Zagar, avocate en contentieux des affaires, dont le parcours illustre à la fois ambition et résilience. Après plus de 3 ans chez Laude Esquier-Champé, elle rejoint le cabinet anglais Osborne Clarke avant de prendre un nouveau tournant chez EBL Lexington. Son expérience lui a permis de développer une vision aiguisée du management en cabinet, de la gestion de carrière et des défis liés à la parentalité dans la profession. Ensemble, nous évoquons les transitions entre cabinets et leur impact sur une carrière, les signaux d'alerte à surveiller lors d'un recrutement, ainsi que la réflexion collaborateur-associé et les bonnes pratiques de management. Marine partage également son vécu sur la parentalité et les obstacles rencontrés dans le métier, tout en explorant les leviers concrets pour mieux concilier carrière et vie personnelle. Enfin, elle nous parle de son sujet d'accompagnement de consoeurs en postpartum. Un échange sincère, des conseils pratiques et une réflexion en profondeur sur l'avenir de la profession. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir raconter un petit peu ton parcours dans le podcast Collaborator. Merci beaucoup Eva de me recevoir. Première question, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? Alors, je suis devenue avocate par un enchaînement de hasard, ce qui est un peu curieux parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment pas qu'il y ait une profession telle que je l'exerce aujourd'hui en tout cas, qui me corresponde mieux. Initialement, j'ai étudié à Sciences Po. Donc j'étais vraiment dans le délire relations internationales, histoire, sciences humaines. Ça m'a vraiment passionnée pendant les 3 premières années que j'ai faites là-bas. Et puis ensuite j'ai eu une envie de devenir une mécanicienne, une technicienne d'un métier. Et donc à l'aune de plusieurs rencontres et de plusieurs petits hasards, j'ai choisi le droit. Donc j'ai ensuite intégré le master de droit économique qui porte mal son nom parce que c'est pas du droit économique au sens où l'entendent les juristes, mais donc du droit des affaires plus général à Sciences Po. Et j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, là aussi pas forcément en contentieux qui est donc la pratique dans laquelle j'exerce aujourd'hui. Et là aussi des rencontres, des réflexions qui ont abouti à finalement faire que j'ai rejoint la profession depuis 2019 et j'exerce exclusivement en contentieux des affaires aujourd'hui. Ok, donc finalement, assez rapidement dans tes études, tu te rends compte que tu vas bifurquer sur ce métier-là. Tu le dis, alors il porte mal son nom, mais bon, il s'appelle droit économique, donc j'imagine qu'on est quand même dans le droit des affaires, peut-être un peu moins contentieux, plus conseil. Comment tu te retrouves déjà à faire cette spécialité-là? Et sortant de Sciences Po, même s'il y a beaucoup de juristes et beaucoup de personnes qui vont devenir avocats ou avocates, comment justement tu te renseignes sur cette profession, comment tu trouves tes premières expériences et tu t'en informes, quoi. Alors, il faut savoir qu'à Sciences Po, il y a 2 parcours juridiques. Grosso modo, il y a le parcours droit économique qui est donc plutôt destiné à ceux qui souhaitent exercer la profession d'avocat ou éventuellement de juriste, mais je pense que ça reste assez marginal. Et il y a un autre master qui s'appelle carrières juridiques et judiciaires, qui est en fait une antichambre à la prépa ENM plutôt. Moi, j'étais pas forcément je voulais pas forcément m'orienter sur cette prépa-là avec encore des études assez longues. Bon, finalement, j'ai étendu mes études, même si c'était pas mon intention première. Mais voilà, donc c'était un peu, on peut le dire, un choix presque par défaut, puisque j'ai toujours eu aussi à cœur d'avoir des expériences plus dans l'humain. J'ai aussi, en tant qu'avocate, eu une activité en droit des étrangers. J'ai fait des permanences. Je suis au barreau de Paris Solidarité. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui comptent vraiment pour moi.
Et donc le droit des affaires, c'est pas forcément par vocation que je m'y suis plongée, mais en fait c'est devenu après, une fois que j'y ai goûté, j'ai trouvé ça hyper stratégique, hyper intéressant, hyper technique aussi souvent. Et donc c'est ça qui a fait que, encore une fois, à l'aune d'expériences, de rencontres et de petits hasards, comme toujours, c'est ça qui a fait que finalement je me suis orientée dans cette voie. Et après, dans le cadre du master droit économique, il y a aussi des spécialités. Donc, il existe une spécialité en contentieux économique et arbitrage que je n'ai pas faite parce que il y avait une spécialité en droit international qui me plaisait plus, qui me permettait aussi de réconcilier davantage le droit et justement tous les aspects droits humains, gouvernance, etc. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ce master 2 là après avoir, fait le M1 qui est plus dédié au droit des affaires et qui est plus classique et qui permet d'acquérir les fondamentaux. Et entre les deux, j'ai fait une année de césure où j'ai réalisé uniquement des stages en cabinet d'avocat, où là j'ai pu vraiment voir ce qu'était le métier. Mais alors j'ai fait plusieurs types de stages différents et j'en ai fait notamment 2 dans une durée totale de 6 mois, en corporate immobilier. Donc là aussi, j'ai emprunté quelques méandres avant de trouver ma vocation finale pour le contentieux. Donc, mais voilà, c'était des. Mais encore une fois, voilà, c'est. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec les gens avec qui j'ai travaillé à cette période-là, et c'est toujours utile. Et puis c'est des pratiques qui te nourrissent d'une manière différente. Ouais, carrément. Surtout dans le contentieux, j'imagine que tu peux toucher à un moment donné à peu près tout au quotidien. Et alors si on se replonge en 2019 quand tu as commencé, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que tu te rappelles un petit peu des critères qui ont nécessairement évolué depuis, on en parlera juste après, mais qu'est-ce qu'on recherche quand on sort de Sciences Po, quand on a fait pas mal de stages, donc on a quand même un peu une vision globale du métier. Comment on cherche sa collab? Qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les critères? Alors moi, cette recherche-là, elle a été au moment du stage final, puisque j'ai eu la chance d'être recrutée à l'issue de mon stage final que j'ai donc réalisé en janvier-juillet 2018. Et donc ma recherche de stage final, j'ai fait un point, je me suis posée, je me suis dit bon, en fait, ce métier d'avocat, maintenant je suis à l'école, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que au quotidien je souhaite que ça m'apporte? À quel niveau moi j'ai envie de contribuer? Et donc c'est là où j'ai réalisé que aussi à l'aune d'entretiens où j'ai le souvenir par exemple d'un entretien que j'ai passé en contentieux où en l'occurrence c'était une consoeur ou une collaboratrice senior me parlait de ses journées et me disait oui, parfois j'ai juste besoin de m'enfermer et d'écrire. Et en fait moi j'ai toujours eu une petite fibre d'écrivaine et je me suis dit mais en fait oui, c'est pour ça aussi que ça me plaît, c'est que c'est l'idée de disserter, c'est l'idée de construire un raisonnement, de raconter une histoire aussi souvent dans le cadre de ce métier-là qui me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien. Et donc c'est ça un peu qui m'a permis vraiment d'orienter mes recherches sur le contentieux et aussi sur la pluridisciplinarité. J'avais vraiment envie de faire des choses différentes chaque jour, de traiter de problématiques de fond hyper variées, parce que quand on est saisi d'un dossier contentieux, on connaît pas nécessairement, alors sauf si on est très spécialisé, mais c'est pas mon cas aujourd'hui, on connaît pas nécessairement le secteur d'activité, le produit exact qui est vendu par notre client, dont on doit s'approprier tous les recoins et toutes les specs en gros pour le retranscrire dans une réalité juridique dans le cadre d'un contentieux par exemple. Et donc ça c'est vraiment ça que j'ai recherché. Et donc j'ai fait comme beaucoup d'entre nous, je suis allée sur le Legal 500, sur Chambers, j'ai postulé et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la rencontre du cabinet Lodesky-Champet. Et donc j'ai travaillé donc dans le cadre de mon stage final, puis ensuite pendant 3 ans et demi de collaboration dans ce cabinet dans lequel j'ai fait mes classes de jeune avocate en contentieux des affaires. Ok. Et donc du coup ça remonte un peu, mais quand tu te questionnes et tu dis ok, moi j'ai envie d'écrire, j'ai envie de pluridisciplinarité, tu poses tes critères, ça c'est dans ta tête une introspection. Quand tu arrives en entretien, est-ce que quand on est encore stagiaire, est-ce que tu te rappelles justement de te dire ok, ça c'est mes critères, je pose ces questions, je vois la façon dont y répondre, ou en fait t'as eu de la chance, il y a un moment où t'es tombé
tombé sur le cabinet qui cochait toutes ces cases, mais tu t'en es rendu compte peut-être a posteriori? Je pense que un peu des deux, c'est-à-dire que moi je faisais valoir mes motivations, la raison pour laquelle je voulais faire du contentieux, donc je pense que la pluridisciplinarité c'était quelque chose qui revenait beaucoup et qui était aussi cohérente avec mon parcours, parce que j'ai pas commencé par faire du droit, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai réfléchi à l'orientation que je voulais donner à mon exercice, et donc ça je pense que c'est arrivé, ça a été aussi une force dans le cadre des entretiens, parce que quand on voit que quand on a réfléchi vraiment à la direction qu'on voulait donner, c'est plus simple de l'expliquer et d'avoir cheminé en amont plutôt que d'être parti d'une évidence depuis le départ. Voilà. Ça, c'était la première expérience. Elle dure 3 ans et demi. Depuis, t'as fait un cabinet entre celui-ci et celui où tu es actuellement. Donc, t'as fait 3 cabinets en tout. T'as eu l'expérience, j'imagine, de plusieurs entretiens, que ce soit avec ces cabinets ou avec d'autres. Est-ce que aujourd'hui, avec cette expérience, avec du coup tes 6 ans de barreau, si je calcule bien, tu t'as un peu en tête aujourd'hui. Moi, je parle toujours des green flags, des red flags d'entretien, de cabinets ou d'associer, des questions que tu vas aller poser qui sont importantes en checklist auprès d'un cabinet? Alors, moi je suis assez spontanée, je pense, dans ma manière d'aborder les entretiens. Donc évidemment on a tous notre présentation un peu rodée de notre parcours, etc. Après j'essaye vraiment de m'adapter à la personne que j'ai en face, et c'est plus une question d'intuition, je trouve, que vraiment des questions que je vais poser de manière systématique à chaque fois, parce que aussi en fonction de la structure à laquelle on s'adresse et en fonction de la personne qu'on a en face, je trouve que parfois poser certaines questions n'est pas forcément pertinent. Là, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais moi mais je pense que ce que tout le monde fait, c'est se renseigner beaucoup sur le cabinet, à la fois dans sa communication, donc typiquement le site internet, les publications sur LinkedIn, etc. Et puis aussi, si possible, faire un background check, on va dire, avec d'autres, soit des anciens stagiaires, soit des anciens collaborateurs, soit si c'est... ce qu'on check, c'est l'environnement de travail, c'est la personnalité de l'associé avec lequel on serait amené à travailler, c'est la teneur de l'activité, puisqu'entre ce sur quoi le cabinet communique et l'activité réelle, il peut y avoir un hiatus, pas forcément, mais il peut y en avoir un. Et aussi sur le turnover, je pense que c'est important, même si pas de turnover, c'est en général une bonne chose, parce que ça veut dire fidélisation, mais ça veut aussi dire potentiellement un environnement dans lequel il est plus difficile de s'intégrer quand on est un nouvel arrivant, en particulier dans des recrutements parallèles, si je puis dire, c'est-à-dire des recrutements de collaborateurs qui ne sont pas en post-prestation de serment immédiate. Donc voilà un peu les éléments que je check dans le cadre de mon background check. Mais sinon, c'est assez... Après, je trouve aussi que plus ça va et plus ça devient facile, parce que on connaît de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus de relations interpersonnelles qui se tissent, et donc il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait une collab ou un stage dans ce cabinet, et donc en fait c'est assez facile. Enfin, je sais qu'en tout cas dans les 2 cas où j'ai changé de cabinet, donc dans mon 2e et mon 3e et actuel cabinet, je connaissais au moins 2-3 personnes qui pouvaient m'en parler. Et donc ça, forcément, c'est très précieux pour avoir des informations de l'intérieur. Pas nécessairement pour identifier des red flags, mais aussi juste pour bien se préparer pour arriver à l'entretien dans de bonnes conditions, et puis pour être au clair sur ce qui nous attend. Complètement. Et parfois, on a entre les attentes des collaborateurs, on va dire nouvelle génération, les associés un peu plus seniors, les différents modes d'exercice, etc. On a parfois un peu un manque de compréhension entre les deux mondes. Comment toi
aujourd'hui, pour toi, évidemment, tu décris une relation idéale, entre guillemets, entre un avocat associé et un collaborateur. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, 6 ans d'expérience, tu attends de cette relation-là? Moi, j'attends d'abord de la confiance. Parce que c'est difficile de travailler dans un environnement où on sent que l'investissement est un petit peu perpétuellement remis en cause. Donc on est une profession libérale. Ce qui n'est pas forcément toujours appliqué de façon aussi rigoureuse que ça devrait l'être au quotidien. Après, voilà, il faut être aussi conscient du fait que un associé, c'est un homme d'affaires comme les autres ou une femme d'affaires comme les autres, avec un cabinet à faire tourner, des clients à satisfaire, des deadlines à respecter, etc. Donc voilà, c'est du donnant-donnant, évidemment. Après, c'est vrai que ce que j'observe souvent dans les cabinets, c'est qu'il y a une espèce de défiance souvent mutuelle, mais aussi parfois de la part des associés sur l'investissement des collaborateurs et sur le fait que parfois, en tant que collaborateur, on peut avoir l'impression de ne jamais travailler assez, ne jamais s'investir suffisamment. Et donc ça peut être un peu frustrant aussi dans le cadre d'un exercice professionnel qu'en général, on a choisi par vocation ou en tout cas par choix. Enfin, on devient pas avocat alors même si c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit au début, mais on devient pas avocat par défaut, je trouve, et je trouve que c'est une profession aussi qui est quand même assez difficile dans le sens, c'est une très belle profession et je dis pas du tout qu'on est à plaindre parce qu'on a le luxe du sens, je trouve, dans notre métier, quel que soit le domaine dans lequel on exerce, et ça c'est vraiment précieux de nos jours, mais c'est aussi un métier qui est hyper stressant, ça peut ressembler à un sacerdoce parfois, et donc je trouve que de la confiance mutuelle dans le cadre d'une relation de collaboration, tout comme en fait les principes qui animent notre profession entre confrères en fait et qui devraient insuffler aussi la collaboration, ça adoucit les conditions d'exercice et ça permet une relation apaisée. Donc il y a cette relation de confiance évidemment, il y a une bonne communication au quotidien, il y a aussi, je trouve, l'émulation intellectuelle autour des dossiers qu'il peut y avoir, puisque je trouve que la profession d'avocat c'est aussi un métier de transmission, et donc quand on peut échanger avec son associé qui a en général une expérience sensiblement supérieure à la nôtre, ça c'est hyper satisfaisant aussi, de voir qu'on peut se reposer sur quelqu'un, alors pas sur les tâches du quotidien à faire, mais sur la proposition des solutions qu'on va formuler auprès de nos clients. C'était ce tandem entre guillemets entre le collaborateur et l'associé qui repose sur de l'émulation intellectuelle, de l'excellence professionnelle. Ça c'est quelque chose qui contribue à une relation saine de collaboration aussi. Et je pose souvent cette question, mais on a vu l'escalade des rétrocessions depuis quelques années, notamment dans des très gros cabinets, mais pas que, les petits sont obligés de s'ajuster. Est-ce que justement, même si c'est très bien d'avoir une plus haute rémunération, ça n'oblige pas les collaborateurs à plus de travail, puisque on le disait, c'est une relation d'affaires, c'est du business aussi, même s'il y a une quête de sens dans ce métier. Et donc c'est pas aussi un piège? C'est peut-être un grand mot, mais moi je me pose la question du regard que tu pourrais avoir sur la progression justement de cette rétrocession, notamment dans l'équilibre de vie que les collaborateurs demandent en parallèle. Je suis d'accord. Après, je pense que les collaborateurs j'en connais en fait assez peu, je pense, actuellement, mais je pense que quand on est collaborateur dans un énorme cabinet américain avec une rétrocession à 6 chiffres, je pense qu'on est au fait que toutes les exigences ne sont pas permises, entre guillemets, et qu'il y a une espèce d'entente implicite quant au fait que... surtout
au-delà de ça et de façon très pragmatique, en général, ce type de rétrocession vient aussi avec des objectifs horaires annuels qui fait que c'est difficilement compatible avec le vrai caractère libéral de la profession, à savoir le développement d'une clientèle personnelle à côté, etc. Il y en a qui y arrivent et c'est tout à fait louable, mais quand ils dorment pas beaucoup, et même quand on dort pas beaucoup, je pense que c'est assez acrobatique, mais je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, mais il y a aussi une entente implicite dans le métier qui fait que, alors certes, ça se retranscrit pas dans un cadre juridique parce que les collaborateurs de cabinets, d'énormes cabinets qui doivent biler 1008, 1009, 2000 heures par an ne sont pas salariés, mais pour autant, je pense que implicitement, on sait que c'est compliqué de demander des aménagements horaires, c'est compliqué de demander de pouvoir s'absenter, par exemple, je sais pas moi, une journée entière pour un dossier perso. Enfin, on sait par avance que c'est compliqué. Après, ça veut pas pour autant dire qu'il peut pas y avoir d'évolution, parce qu'en général, je pense que ça peut être aussi des cabinets dans lesquels on peut avoir une jolie évolution, mais en interne. Et donc après, ça pose la question de la transformation du statut de collaborateur à celui d'associé, avec en général une petite antichambre qui est celle de counsel. Mais c'est sûr que c'est pas le même projet de carrière. Mais ça, pour moi, du moment que tout le monde est OK avec ça et que personne ne subit quoi que ce soit, il n'y a pas de difficulté. Ok. Et toi, Marine, tu fais du contentieux. Tu fais quoi concrètement? C'est quoi le type de clientèle ou de dossier que tu traites? Alors, évidemment pour le cabinet. Et en parallèle, est-ce que justement, on parlait de la clientèle personnelle, tu la développes? Est-ce que tu l'as développée dès le départ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ça? Est-ce qu'il y a eu des blocages à un moment donné? Alors, la clientèle personnelle, j'ai essayé de le faire dès le départ. Parce que j'y ai été encouragée par d'autres collaborateurs de mon premier cabinet notamment. Alors pour trouver, au départ je me suis inscrite sur des sites du type Alexia, alors qui était sous un autre format à l'époque, donc c'était plus facile de répondre à des sollicitations qu'aujourd'hui, mais je m'étais aussi inscrite sur un autre site dont j'ai oublié le nom, mais où en gros il fallait répondre à des questions de justiciables un peu en live, et ensuite ça pouvait donner lieu à des contacts, etc. Donc j'ai essayé de développer de cette manière-là, donc évidemment avec une clientèle de particuliers essentiellement au départ. Et puis ensuite, quand j'ai changé de cabinet, j'ai un peu j'ai oublié quelque chose. Les associés peuvent aussi être pourvoyeurs de dossiers perso, donc ça c'est toujours hyper sympa déjà, et puis gratifiant quand on est collaborateur, en particulier assez jeune, de voir que nos boss nous font confiance pour traiter des dossiers qui peuvent pas être traités par le cabinet en général pour des raisons financières pour les clients. Donc ça peut être aussi un levier, si je puis dire, si on n'est pas... Enfin, moi, je viens pas d'un microcosme à la base où je connais beaucoup d'entrepreneurs, où je connais... où j'ai un réseau qui m'aurait permis, en autonomie, de développer. Après, évidemment, le réseau, ça se construit, mais ça peut se construire de plein de manières, mais voilà, de base, j'étais assez contente qu'on vienne me nourrir aussi, et parce que ça fait, après c'est du bouche à oreille, et ça permet pas de se constituer une clientèle, je pense, qui permette une activité indépendante suffisante, mais ça permet aussi de se donner confiance. De commencer à traiter des dossiers petit à petit, de complexité graduelle. Ça permet de voir qu'on peut faire tout seul, et que si on n'a pas un boss derrière nous, on y arrive quand même. Donc voilà. Et donc ce que je disais, oui, quand j'ai changé de cabinet pour aller dans mon deuxième cabinet, là j'ai un petit peu arrêté. Parce que je m'inscrivais vraiment dans le projet d'équipe, j'avais dans l'idée plutôt de progresser dans le cabinet, parce que je trouvais que j'avais trouvé ma place entre guillemets, et donc je m'inscrivais plutôt dans une perspective de long terme, et donc j'ai mis entre parenthèses la clientèle personnelle à ce moment-là,
Et là, à l'aune de mon deuxième changement, du coup, j'essaye de réactiver la machine. Donc voilà, c'est un peu, j'essaye en tout cas de m'enlever une pression en me disant c'est très grave, j'ai pas maintenu les efforts sur la durée, etc. Après, bon, une carrière malgré tout, ça dure 40 ans voire plus. Donc je me dis, je suis en 7e année. Bon, il y a rien de dramatique. Il sera toujours temps de communiquer sur telle ou telle expertise. Il sera toujours le temps de signaler auprès d'autres confrères ou auprès de clients qu'on a pu avoir par le passé. Voilà. Complètement. Et une transition là-dessus, on n'en a pas encore parlé, et c'est un sujet qui est important, qui touche à peu près tout le monde, et qui t'a touché toi il y a quelques années c'était quand tu étais dans ton deuxième cabinet, tu es devenue maman. C'est un sujet qui est important pour toutes les femmes et pour les hommes côté parentalité, mais c'est un sujet qui est pas facile, notamment dans la profession libérale. Il y a plein de choses qui sont passantes, mais traiter ce point-là, savoir comment on s'inscrit dans un cabinet quand ça fait pas forcément très longtemps qu'on y est, etc. C'est des sujets que tu voulais aborder et qui pour moi sont hyper importants pour avoir un retour d'expérience, pour savoir toi comment tu as pu te positionner, ce que tu ferais potentiellement différemment, ce qui t'a un peu surpris, et quels conseils aussi dans la relation avec les associés on pourrait donner, ou des petits tips qu'on pourrait donner pour que ça se passe bien, pour que ça se passe mieux quand ça s'est pas bien passé. Comment toi déjà, quand tu tombes enceinte, quand tu dois annoncer à ton cabinet, comment tu te sens, comment t'appréhendes ce moment, et comment tu l'abordes? Alors, pour juste remettre les faits dans leur contexte, moi j'ai changé de cabinet en avril 2022. Je suis tombée enceinte en août 2022, donc rapidement après mon arrivée. Je l'ai annoncé à mon associé très tôt, parce que je voulais, on était vraiment dans une relation de confiance, et je voulais qu'elle soit au courant, aussi au cas où j'ai un problème, qu'elle comprenne pourquoi je parte subitement en cas de soucis, et puis aussi parce que je voulais lui donner de la visibilité pour qu'on puisse s'organiser au niveau de l'équipe, etc. Et je suis partie en congé maternité le 31 mars 2023. Et donc ça faisait 1 an tout pile que j'étais arrivée au cabinet. Et j'étais donc en 5e année de collaboration. Je précise tous ces chiffres parce que pour moi c'est vraiment capital de faire le point, ce que j'ai pas du tout fait en ce qui me concerne, de faire un petit diagnostic, si je puis dire, de notre situation avant et potentiellement celle qu'elle sera après, tant en termes de temporalité dans laquelle s'inscrit notre parentalité, donc depuis combien de temps on exerce, est-ce qu'on est collab junior, collab senior. Là le message que j'essaye de faire passer, c'est pas du tout de pas faire d'enfants trop jeunes, c'est pas le sujet, c'est simplement que et ça je pense que tout le monde le visualise très bien, ça pose pas les mêmes questions, ça ne suscite pas nécessairement les mêmes difficultés selon qu'on a un enfant en première année de collaboration, voire en stage final, ou en 5e, 6e, 7e année. Donc ça, je trouve que c'est important de se poser la question de dans quel contexte temporel on s'inscrit, à la fois au plan de l'exercice et aussi dans le cabinet. Est-ce qu'on a, comment on se sent aussi dans la relation avec l'associé, parce que il y a un peu cette idée chez certains, surtout chez certaines collaboratrices, parce que malgré tout, il faut appeler un chat. Un congé mat de 4 mois, c'est pas la même chose qu'un congé paternité qui, en plus, est souvent pas pris ou pas pris intégralement d'1 mois. C'est pas le même impact sur l'activité d'une équipe et d'un cabinet. On se rend pas compte en fait de l'avant et l'après, et on se dit, est-ce que j'ai acquis suffisamment de droits à partir pendant une durée un peu prolongée, est-ce que la relation de confiance est suffisamment installée, etc. Donc ça, évidemment, moi de mon point de vue à titre perso, je trouve que c'est un non-sujet. Je connais aussi des collaboratrices qui ont commencé leur poste en étant enceintes et qui sont parties seulement quelques mois après leur départ et pour qui ça s'est très bien passé. Je pense qu'il faut pas avoir de réticence ou d'anxiété particulière, sauf si évidemment l'environnement est anxiogène, et auquel cas il faut peut-être travailler à un autre niveau, mais c'est en tout cas c'est une variable, je pense, à avoir en tête.
Et l'autre, à part la temporalité, il faut évidemment s'inscrire, voir dans quel environnement on s'inscrit. Donc, que ce soit au niveau de l'associé avec lequel on travaille, que ce soit au niveau de l'équipe dans laquelle on travaille. Est-ce qu'il y a une relation de concurrence? Est-ce qu'on est avec des collègues qui sont hyper bienveillants? Parce que j'ai aussi l'exemple d'une amie qui a très récemment démissionné de sa collaboration, pas à cause de son associé, à cause des collaborateurs qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui lui ont adressé moult reproches après son retour, etc. Donc ça, c'est important aussi de savoir si on va être soutenu dans ce cadre-là. Et faire le point donc sur cet environnement, à la fois au cabinet, donc personnalité de l'associé, les collègues, l'activité, la manière de travailler. Est-ce que en gros je passe mes journées sur les genoux de mon boss pour rédiger des conclusions, ou est-ce que je travaille en chambre et il me fait un mark-up et on a au final des échanges évidemment au quotidien, mais ça reste flexible et on n'est pas on n'est pas sur du travail sur dossier, sur papier, ensemble 8 heures par jour. Je pense que c'est assez archaïque, surtout anecdotique comme exercice aujourd'hui, mais bon, tout existe dans notre métier, donc je pense que c'est important de se rendre compte de ça aussi. Et donc l'environnement, c'est aussi l'environnement à la maison, si je puis dire. Est-ce que vous avez du relais? Est-ce que vous avez de la famille à côté? Est-ce que c'est quoi votre mode de garde? Est-ce que vous pouvez faire du télétravail ou pas? Est-ce que de base vous êtes flexible dans vos horaires, dans votre manière de vivre? Enfin voilà, quel est le métier de votre du coparent à venir aussi, parce que ça, c'est un cas que j'observe souvent. Il y a beaucoup d'hypothèses où l'un des deux membres du couple est avocat, l'autre ne l'est pas, et donc en fait celui qui n'est pas avocat devient un petit peu la variable d'ajustement de l'organisation familiale, parce que quand on est avocat, on peut avoir soit un environnement de travail qui est moins clément vis-à-vis des parents que le monde de l'entreprise, ça arrive, ou bien parce que on est indépendant, on a des impératifs, notamment en termes d'audience, en termes de rendez-vous, etc., qui sont moins flexibles que ce que ça peut être pour d'autres professions. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment faire ce travail de diagnostic avant le départ en congé maternité et paternité, pour un peu réaliser ce qui peut se jouer dans l'après. Parce que je trouve que c'est hyper difficile d'anticiper comment une parentalité peut nous impacter humainement, parce qu'on peut avoir une image, on peut ne pas en avoir du tout, mais ce qui est sûr, c'est que réaliser vraiment dans le détail ce que ça va produire sur nous comme effet, c'est très difficile à anticiper. Et donc faire cette démarche de diagnostic entre l'avant et l'après potentiel, ça permet de se rendre compte aussi de l'existence éventuelle s'il y a un fossé important entre je vais prendre une caricature vraiment, mais si on est collaborateur dans un énorme cabinet anglo-saxon où on travaille tous les jours jusqu'à 1h du matin et que on aspire à devenir parent et à assurer les sorties de crèche, il faut peut-être se poser des questions, ou en tout cas, moi je fais partie des grands optimistes et je pense que vraiment tout est possible dans notre métier, et c'est ça qui est très chouette avec la liberté que nous donne le contrat de collaboration. Si tant est que ce soit l'intention qui anime toutes les parties à ce contrat. Mais ça permet une grande flexibilité, mais tout ça permet de préparer la communication sur les conditions du retour, sur ce qu'on envisage. C'est vraiment des détails logistiques, mais en fait, le mode de garde, ça détermine beaucoup de choses. Et si ça, on n'en a pas parlé, ce qui n'était pas mon cas, typiquement, si ça on n'en a pas parlé avec son associé avant, si on n'a pas parlé de la manière dont on souhaitait organiser ses journées, en fait après le retour on est dans une telle gestion de l'urgence, si je puis dire, et une telle gestion du quotidien que ça rend plus difficile de la prise de recul sur ces questions-là. Et donc c'est plus difficile d'avoir un échange à ce moment-là, même si il faut l'avoir cet échange, mais c'est mieux de s'être préparé alors peut-être pas psychologiquement, mais de s'être préparé mentalement à comment ma vie va changer concrètement, qu'est-ce que je peux dire à mon associé
pour que y ait pas de mauvaises surprises, que ce soit de son côté ou du mien. Qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que potentiellement ça pourrait avoir comme impact dans l'organisation de mes journées, dans l'organisation de notre travail. Est-ce qu'il est prêt à faire des concessions ou pas. Est-ce que moi j'envisage aucune modification, auquel cas très bien, mais je pense qu'il faut faire attention quand on se dit non mais rien ne va changer, ce sera comme avant, etc. Je pense que c'est un peu difficile à anticiper. Il y a des gens pour qui c'est vrai, et que l'arrivée d'un enfant ne vient pas bouleverser particulièrement, que ce soit au plan humain ou professionnel, mais ça s'anticipe en tout cas. Ok. Et comment, du coup, quand tu es arrivée dans ton nouveau cabinet, tu étais déjà maman, donc le sujet était présent sur les discussions, notamment en entretien. Comment justement tu as pu présenter, on va dire, les contraintes, j'aime pas ce terme qui est un peu négatif, mais les contraintes de ta parentalité sans que ça puisse te pénaliser justement sur des entretiens. Peut-être que tu l'as pas vu comme ça, mais ça reste voilà, très bien. Alors vas-y, je complète même pas la question. Pardon, je voulais pas te couper d'ailleurs, mais c'est le terme de contrainte. Il est réel, en tout cas vécu de la part d'un associé avec qui on travaille et qui doit s'adapter à certaines parts de notre vie. Je pense qu'on peut définir ça comme une contrainte. Donc évidemment en entretien c'est délicat à aborder. Moi j'avais pris le parti de ne pas l'aborder en premier entretien, puisqu'en général il y a assez peu de recrutements qui se font sur un entretien flash. Donc moi je considère que c'est un détail de l'organisation du travail, mais ça doit pour autant pas définir le collaborateur, la collaboratrice ou l'avocat ou l'avocate qu'on est. Donc dans cette démarche-là, j'ai préféré axer les premiers échanges sur est-ce qu'on match professionnellement, est-ce que mon niveau de seniorité vous convient, est-ce que les dossiers sur lesquels j'ai pu travailler, dont on va se parler, correspondent à votre activité, est-ce que je corresponds à vos besoins, est-ce que moi vous correspondez à la trajectoire que j'ai envie de donner à ma carrière, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a validé ce point-là, on parle des modalités pratiques d'organisation du travail. Et là, j'ai été extrêmement cash parce que, précisément, j'ai eu de mauvaises surprises dans mon ancien cabinet dans lequel j'ai clairement péché par excès de confiance et où je me suis dit, il y aura zéro sujet. Ouais, exactement. Pas de communication, pas de préparation. Et après, au moment du retour, comme je le disais tout à l'heure, c'était trop tard, en fait, parce que déjà, après, il faut aussi se dire qu'on peut pas tout anticiper. Tant au plan humain, de comment on va se sentir, comment on va vivre son retour, etc., qu'au plan logistique aussi. Moi, je vais être très cash, mais j'ai allaité ma fille, et en fait, ma fille ne voulait pas du biberon à la veille de ma reprise du taf. En fait, c'est des choses qui arrivent. Après, oui, on nous explique, le gosse, il meurt pas de faim, etc. Ok. Mais bon, ça met pas dans les meilleures dispositions, et surtout, la réalité, c'est que je devais être chez moi à 18h tous les soirs. Ça, quand on travaille dans un cabinet, c'est compliqué à faire passer, et je l'entends. Et ça, c'est une contrainte, pour le coup, que moi-même, je n'ai pas anticipé, parce que c'est toujours pareil, quand on a un premier enfant, il y a beaucoup de surprises, on apprend beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises, donc ça, c'est typiquement un cas où j'ai pas pu l'anticiper, j'ai essayé d'expliquer, c'est pas passé, et puis surtout, moi, ça m'a aussi, l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que j'ai pas anticipé comment je voulais articuler les deux. Parce que pour moi c'était une contrainte un peu transitoire, et je me suis dit mais attends 2 secondes, là t'es en train de te dire que c'est une contrainte transitoire, mais en fait une fois que cette contrainte là elle n'existera plus, est-ce que vraiment t'as envie de ne jamais voir ta fille le soir, est-ce que voilà, et surtout je l'entendais dans un métier qui n'avait strictement rien à voir, mais c'était une philosophe qui disait j'ai eu un enfant, moi je travaille, j'ai décidé, alors après c'est un choix, c'est une indépendante, de travailler de 10h à 16h, mais par contre mes 6 heures de travail,
ils sont extrêmement efficaces. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut l'être et on peut pas tout avoir. Est-ce que justement tes journées, elles sont pas, tu dois être plus efficace et derrière dire au cabinet, c'est une obligation de résultat, mettre tous les efforts pour que tel et tel dossier soit traité et que tu travailles 10 heures par jour, que tu en travailles 8 ou que tu en travailles 15, surtout à plus de 5, 6 ou 7 ans d'expérience. Est-ce que c'est pas là la clé aussi? Bien sûr, il est évident et je pense que tous les parents se reconnaîtront dans ce que je vais dire. On gagne en efficacité, mais x4. Moi, j'ai mes journées... mais ça va aussi avec les seniorités. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On se parlait la dernière fois avec une consoeur qui est aussi devenue maman après être passée associée. Et elle me disait, mais en fait, si je rembobine et que je me dis j'ai un enfant en première ou deuxième année de collaboration, mais j'aurais explosé. Parce que c'est un métier d'apprentissage. Au début, on doit quand même beaucoup travailler pour intégrer le métier, les pratiques, etc. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit aussi et de se dire que effectivement, tout ne se joue pas de la même manière selon le niveau de seniorité et on a une marge de manœuvre sur l'efficacité quand on est plus senior. Après, ça peut poser d'autres problèmes parce qu'on peut avoir des fonctions d'encadrement, on peut devoir être investi sur le business development du cabinet aussi, le cas échéant en fonction de son poste et en fonction du cabinet. Donc ça pose d'autres questions, mais c'est vrai que oui, on gagne en efficacité parce que non, on n'a pas le choix. Après, ça pose aussi d'autres questions qui sont évidemment, qui ont surgi effectivement récemment, mais dans d'autres secteurs d'activité. Ça peut couper un petit peu des échanges informels qu'on peut avoir en cabinet ou dans n'importe quel autre type de structure. Donc ça, c'est aussi, ça peut aussi être un inconvénient. De devoir être hyper efficace et hyper focus sur son boulot pendant les heures de présence. Après, il peut aussi y avoir des modes d'organisation qui se mettent en place. Moi, je sais que, en gros, je me déconnecte, entre guillemets, tout en restant joignable, mais en gros, je suis pas devant mon ordi entre 17h30, 18h et 20h, 20h30. Et après, je rempile pour ma deuxième journée, entre guillemets, de 20h30 à 22h30, 23h30, minuit, 1h, enfin, ce qu'il faut, en fait, pour que le travail soit fait et que les dossiers avancent. Donc, et ça, je trouve que c'est un grand avantage de notre profession, normalement, de permettre l'organisation de nos conditions de travail, évidemment dans la compréhension des besoins de l'autre. Il ne s'agit pas d'imposer de façon très unilatérale ces conditions, et je pense que c'est peut-être ce qui a été mal vécu par mon ancien cabinet, de se dire que voilà, je voulais imposer des choses qui moi me semblaient pas extraordinaires en fait, et qui surtout existaient déjà au sein de ce cabinet. Donc ça aussi, si on revient sur l'environnement dans lequel on s'inscrit, savoir si en gros il y a des jurisprudences antérieures en termes d'organisation qui permettent de se dire telle autre collaboratrice, elle a eu un bébé il y a 2 ans, elle s'organise comme ça, peut-être que je devrais lui en parler, quel est le système qu'elle a mis en place avec son associé, etc., etc. Et puis aussi, je pense que à chaque épisode de vie, ça, c'est challenge. La toute petite enfance, c'est une période où on a besoin d'être très présent, et parce que l'enfant par essence, il est dépendant, sauf évidemment à ce qu'on fasse d'autres choix en termes de mode de garde, qu'on choisisse vraiment de plus déléguer, et ça c'est un choix qui appartient à chacun, et je mets vraiment un point d'honneur à rappeler à chaque fois que en fait chacun fait ses choix et personne ne doit être jugé pour ses choix. Donc moi j'ai fait un choix qui est que en gros j'ai envie d'aller chercher ma fille à la crèche 2-3 fois par semaine, je veux la voir le soir, sauf évidemment grosse urgence qui nécessite ma présence physique au cabinet, ça arrive mais ça reste assez anecdotique, mais pour autant je vais pas accuser qui que ce soit d'être une mauvaise mère ou un mauvais père parce que ils ont une nounou à temps plein, ils voient pas leurs enfants le soir. En fait chacun fait selon ses moyens.
parce que c'est aussi une réalité qui est pas forcément toujours comprise aussi dans les cabinets, ou qui, au-delà d'être pas être comprise, pas être prise en compte. Parce qu'avoir une nounou à temps plein, c'est pas le même budget que d'autres modes de garde, donc ça c'est aussi quelque chose à garder en tête. Mais voilà, chacun fait en fonction de ses moyens, de ses envies, de ses projets de vie, et évidemment il faut réajuster si jamais on voit que tout ça est pas aligné. Il y a j'avais une question en fait sur laquelle tu as déjà répondu, mais je résume. Il y a 2 ou 3 points pour qu'une parentalité se passe vis-à-vis du cabinet le mieux possible. Il y en a certainement d'autres. C'est anticiper les questions qu'on doit se poser soi-même sur comment on veut le vivre vis-à-vis de son travail, j'entends. Et la deuxième chose, une fois qu'on s'est posé ces questions à soi-même, c'est communiquer en amont et au fur et à mesure en fonction des stades de vie de soi-même et de son enfant avec son associé pour voir si ça lui va très bien, si ça lui va pas et qu'on doit faire des ajustements, ou si ça n'est pas possible et qu'il est temps de partir. Et donc pendant des entretiens, très rapidement donner ces informations. Et je rebondis quand même, c'est un peu, moi je fais le parallèle, tu disais il y a un moment pour tout. Au début on voit si ça match sur le plan des dossiers, humainement, etc. Et après on parle des enfants, etc. C'est un peu la même chose, moi, quand on me pose la question de la rétro ou du télétravail. C'est des sujets qui sont hyper importants, mais ils n'arrivent pas à la seconde 1 d'un entretien. Il faut déjà valider le reste. Si le reste ne convient pas, on passe à l'entretien suivant, quoi. Comment tu te vois justement évoluer dans cette profession que je ressens et que je vois et j'entends que tu affectionnes et que tu arrives à mener du coup de front alors c'est pas un long fleuve tranquille tout le temps, mais ta profession, ta parentalité, et puis là tu arrives aussi dans une période charnière de seniorité, il y a plein de chemins qui peuvent être pris. Comment tu te projettes toi sur ton avenir pro? C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Là, je pense que je sors d'une période où j'étais dans la pure gestion de l'instant. Donc je commence à me poser la question de l'évolution. Après, là, mon cabinet actuel, ça fait seulement quelques mois que je l'ai rejoint. Ça fera 1 an au mois de juin. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Je suis hyper contente et reconnaissante de l'équilibre que j'ai pu trouver, qui est cher, vraiment. Donc pour l'instant, c'est un peu voilà, c'est la période de stabilisation, et aussi dans l'idée de je veux pas trop mettre la pression et je veux pas m'auto-flageller pour ne pas avoir conservé mes clients perso depuis le début de mon exercice. J'essaye de pas non plus me mettre trop la pression sur l'après. En me disant encore une fois que la carrière est longue, et que même si c'est quand même un peu anxiogène le statut de collaborateur, je trouve, parce qu'on sait qu'on a un peu une date d'expiration. On sait qu'au-delà de 10-12 ans de collaboration, il faut se poser des questions, il faut voir si on a des perspectives de progression en interne. Enfin, idéalement, il faut se les poser avant, ces questions, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore dans cette période de stabilisation, et j'ai pas pour l'instant de vision. Donc je te donne rendez-vous dans 1 an peut-être pour en reparler. Ça marche. Ouais, on fait le point, j'aime bien à chaque fois en fonction de ce qui a été dit, mais je sens alors cette stabilisation, et d'avoir à l'esprit, juste derrière ton oreille, le fait d'être consciente, et c'est important de le dire à haute voix, et de le souligner et de le rappeler à des personnes qui parfois l'éludent un petit peu, qu'effectivement, que ce soit développement de clientèle personnelle ou progression dans un cabinet avec les clients du cabinet, qu'il faut à un moment donné aussi se poser ces questions pour pas se retrouver bloqué et frustré et au placard non plus à 10 ans, 10, 12, 15, peu importe, mais d'expérience, parce que ça reste une profession libérale, et le propre, ça sera à terme soit de développer ou soit de trouver une autre voie. Donc Après, il y a aussi d'autres modèles qui existent. Moi, je connais des cabinets où il y a des collaborateurs qui sont là depuis 20-25 ans. Ça existe, c'est quand même pas la majorité. Donc, mais c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Il faut vraiment le garder comme un petit
un petit truc qu'on a sur notre épaule, une petite voix qui nous dit attention, faut quand même préparer l'avenir, ou à minima se poser la question. Si on se dit bon, de toute façon, j'ai pas envie de me maintenir dans cette profession, je vais bénéficier de ce qu'elle a à m'apporter pendant le temps que ça durera et pendant les 10-12 années de collaboration très heureuse que je ferai. Mais ensuite, je pense à une reconversion, je pense à partir en entreprise, je pense à en fait devenir magistrat. Très bien. Et c'est un projet en soi, mais c'est vrai que c'est exactement comme les conditions de retour après une parentalité. L'essentiel, c'est de ne pas subir son sort et d'anticiper et de se poser les bonnes questions au bon moment. Ouais, anticiper ces questions. Marine, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton témoignage aussi de l'évolution de ta carrière sur le côté parentalité. Je pense qu'il va aider plein de monde. Et on se donne rendez-vous dans quelques années pour voir du coup où ça t'a mené. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.nergat-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!